Donc, je vous propose de commencer. Mais bonjour à tous, meilleurs vœux. Donc, moi, je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anthony Roussillon, je suis chargé de projet à l'AREC Occitanie. Et donc, je suis ravi de vous accueillir nombreux dans ce webinaire interrégional de rentrée qui va être dédié à la préparation du mandat électoral municipal 2026. Voilà, donc l'idée, c'était à la fois de pouvoir restituer les travaux et les réflexions qui ont été menés en Occitanie et en Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre d'ateliers Baobab, mais aussi, bien sûr, d'avoir un temps d'échange, de partage et d'enrichissement de cette matière, voilà, avec les personnes présentes dans ce webinaire. Donc, le webinaire est enregistré, on vous transmettra la vidéo et les supports voilà, dans les jours qui suivent la réunion. Et on se donne jusqu'à 15h30 voilà, pour mener à bien nos travaux. Alors, je fais un tout petit préambule très rapide pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec le projet Baobab. Donc, Baobab, c'est l'acronyme de Boîte à outils bâtiment public. Donc, c'est un projet européen qui a commencé en 2023 et qui va se terminer à la fin du mois d'août 2026, donc très bientôt. Qui est financé par l'Union européenne dans le cadre du programme LIFE et qui est cofinancé par Acte. Donc l'idée maîtresse du programme, c'est de pouvoir déployer un service d'accompagnement à la rénovation énergétique pour les petites communes. Alors, pour commencer en Auvergne-Rhône-Alpes et en Occitanie, on verra que c'est voué à s'étendre, en ciblant les structures et les conseillers qui accompagnent les projets communaux. Et les moyens, c'est de l'animation, des outils, de la formation, de l'accompagnement. Voilà. Donc, Baobab finance notamment du temps pour cet accompagnement. Le projet, donc, qui est piloté et coordonné d'une main de maître par la direction régionale de l'ADEME Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis le projet est déployé donc dans un premier temps en Auvergne-Rhône-Alpes via Aura 2E et puis en Occitanie par l'AREC. On associe également deux régions jumelles depuis un petit moment déjà. Donc la Bretagne via par l'intermédiaire de Bretzalec, qui est la structure qui coordonne et anime le réseau des CEP en Bretagne. Et puis la région Bourgogne-Franche-Comté, voilà, alors j'ai mis les logos un peu dans le désordre, mais donc voilà, avec une porte d'entrée région, ADEME et Acté. Voilà, donc on voit sur la carte qu'on commence à couvrir une partie intéressante du territoire. Et puis, à côté de ce volet, on a également des partenaires du projet qui sont des pilotes d'innovation, donc qui ont la charge d'expérimenter et de tester des outils qui seront voués à être versés à la boîte à outils, au pot commun à l'issue, enfin, au terme du projet. Et voilà, donc on en redira un petit mot tout à l'heure, mais voilà, c'est des partenaires qui sont situés en Auvergne-Rhône-Alpes et qui travaillent sur des sujets d'assistance à maîtrise d'usage, sur l'approche patrimoniale, sur les offres intégrées, également sur le mécénat, et qui voilà, vont enrichir la boîte à outils Baobab par leur production. Voilà pour la petite intro. Hop, j'essaie de passer les diapos. Voilà, donc pour enchaîner sur le sujet du jour, donc dans le cadre de l'animation régionale Baobab en Occitanie et en Auvergne-Rhône-Alpes, deux ateliers ont été organisés en 2025 autour du même sujet qui nous, nous intéressait toutes les deux régions, qui était de préparer l'échéance municipale avec des structures d'accompagnement et avec l'idée de pouvoir partager des retours d'expérience, des bonnes pratiques, des outils, et puis de réfléchir ensemble à la manière dont pouvait être anticipée cette période pour être prêt à agir dès le lendemain des élections municipales pour notamment accompagner les nouvelles équipes. Donc côté Occitanie, donc Nathalie Gountias de l'ADEME Occitanie, donc qui a animé cet atelier Baobab dans le cadre des rencontres cartes de juin 2025, viendra donc nous présenter la synthèse de l'atelier. Et puis Marine Renoux et Laurent Chanusso d'Aura 2E viendront nous présenter le pendant Auvergne-Rhône-Alpes de cet atelier, donc qui s'est déroulé lors des rencontres lors de la journée régionale Baobab en septembre 2025.
Et on aura un petit interlude avec Julien Cazenave d'Acté qui viendra nous présenter la publication que vous avez sûrement aperçue, la publication d'Acté qui s'intitule Municipal 2026, inscrivez la rénovation énergétique à votre programme. Voilà, et on prévoit un temps, alors on est un petit peu nombreux, donc plutôt des échanges et des partages via le chat, on verra comment on s'organise au fil de la réunion, mais on a plutôt des temps d'animation et de questions-réponses à partir de l'intervention d'Aura 2E, avec des temps dédiés, et puis à la fin, évidemment, on aura un temps de partage et de questions. Voilà, que dire de plus? Je vais te passer la main, Nathalie. Voilà, on est bien représenté sur l'ensemble du territoire, hein, du Doubs au Finistère, en passant par les Pyrénées-Orientales. On a plein de structures différentes présentes. Donc, j'ai vu des collectivités, des SDE, des agences locales de l'énergie, des régions, etc. Donc, voilà, on a un beau panel d'acteurs et voilà, on espère que cette réunion vous sera profitable et sera riche d'échanges. Nathalie, je te laisse prendre la main. Oui, bonjour et bonne année à tous. Alors, je partage. Vous voyez mon écran ou pas? Oui, c'est bon. Donc, comme l'a précisé Anthony, l'idée, c'était vraiment de travailler collectivement lors de cet atelier à comment préparer le prochain mandat. Et pour ça, on avait présenté en introduction le planning pour que tout le monde ait bien en tête non seulement le temps qui restait à l'époque avant, puisque comme ça était passé au mois de juin, il y avait 6 mois, plus de 6 mois avant les élections, et puis surtout d'avoir en tête le délai qui est quand même assez long après les élections pour que tout le monde soit en place. Est-ce que, et du coup, notamment l'aspect budgétaire des collectivités. Les objectifs de l'atelier, c'était donc d'une part d'anticiper et de travailler sur un rétro-planning, et puis aussi, comme l'a dit Anthony, de partager des retours d'expérience avec, dans les grands axes, ben, qu'est-ce que je peux proposer à telle ou telle équipe municipale, ou quand on est dans un EPCI, équipe de l'EPCI. Qu'est-ce que j'ai sous le coude? Quand j'ai un grand territoire, est-ce que je dois prioriser certaines collectivités ou non sur mon territoire? Quel message pour les autres? Vous voyez un petit peu toutes les questions qui peuvent se poser pour un conseiller quand il arrive dans cette situation à 6-8 mois des élections municipales. Et puis évidemment, derrière tout ça, quel impact pour mon poste et pour mes missions s'il y a de gros bouleversements en termes politiques. Donc on avait en fait travaillé avec un petit groupe constitué donc d'Anthony, de moi-même, et puis de la région, et de 3 conseillers qui nous avaient aidés à structurer un petit peu l'atelier. L'idée étant d'être opérationnel et donc de se dire finalement, qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je dois faire avant, après. Et vous voyez, pour les différentes cibles suivantes, donc ma structure, les équipes techniques, on va dire, des communes, des collectivités pour laquelle je travaille en tant que conseiller. Les élus référents qui sont en poste aujourd'hui, alors ce point-là est peut-être un peu plus trop dénué d'intérêt maintenant, parce qu'on est quand même très près des dates des élections. Les partenaires techniques qui sont sur le territoire aussi, qu'est-ce que je peux faire avec eux? Et puis enfin, les candidats. Qu'est-ce qu'il est possible de faire vis-à-vis des candidats et comment essayer de les identifier. Voilà un peu le déroulé, et donc la frise et le retour d'expérience reprend ces différents codes couleurs. En fait, quand on a constitué l'atelier et puis les petits groupes, il y avait de mémoire 4 ou 5 groupes. L'idée, c'était vraiment de mélanger les typologies de structures, partant du principe que à la fois le rapport à l'élu, la forme du service de conseil apporté est très différent, qu'on soit dans un PETR, dans un EPCI ou encore pire, dans une région.
Et puis, surtout la perception que l'élu a du coup du service en question. Alors en fait, vous retrouvez donc le code couleur et puis toutes les idées qui sont sorties de l'atelier, sachant que je me suis permis de mettre, en rouge ce qui me paraissait fondamental, mais bien sûr vous avez toute latitude à en juger. Et donc avant les élections, voilà, pour ma structure en tant que conseiller, qu'est-ce que je peux faire, dès aujourd'hui pour travailler à l'après, élection municipale? Alors d'entrée de jeu, on a dit: «Attention, il faut vraiment avoir l'aval de par ma structure de ce que je peux, dire, faire ou pas», hein, ça c'est vraiment le point fondamental. Il est ressorti, et ça paraît aussi assez, important de pouvoir faire un bilan du service sur le territoire, idéalement sur plusieurs années. Quels sont les projets qui ont été accompagnés? Est-ce qu'il y a eu des problèmes, en termes d'efficacité? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Quels sont les projets en réflexion? Pour que collectivement, enfin, ne serait-ce au sein de votre structure et puis de votre direction, bah, qu'il y ait une bonne, quelque part, appréhension un peu de la situation avec, idéalement, pourquoi pas des éléments de prospective pour pouvoir développer le service. Pour un certain nombre de structures et notamment les ALEC, la sécurisation du financement du service, déjà pour l'année 2026 était, une des priorités. Après aussi, mais surtout pour l'année 2026 puisque c'est quand même une année où il y a presque, 6 mois, de temps mort finalement d'un certain nombre de collectivités. Donc, l'idée c'était vraiment d'anticiper cette échéance. Travailler un dépliant qui décrit l'offre de service quand ça n'existe pas, dans la structure. Et puis, vous voyez dans les autres actions qui ont été, proposées, ben, évidemment terminer les missions en cours, profiter de ce temps où finalement vous êtes moins sollicité par les communes pour travailler à la fois sur le fond et la forme des rendus. Hem Et puis, aussi, donc commencer à identifier des actions réalisables sur le prochain mandat, évaluer ce qui reste à faire, en estimer le temps nécessaire et proposer, une évolution, pourquoi pas, c'est l'idéal, mais c'est assez compliqué à faire, à la fois des consommations et des coûts évités grâce au service sur l'ensemble du territoire. Alors ce que vous allez voir, c'est que, comme, les groupes, ont travaillé de manière totalement indépendante, certaines, propositions reviennent à la fois dans l'avant, mais aussi dans l'après, en fait. Alors pour les équipes techniques des collectivités, idéalement, et ça rejoint un peu le tour d'horizon, du patrimoine de la collectivité, pourquoi pas faire un espèce de tableau de bord, un mini schéma directeur immobilier qui photographie en fait l'état actuel du patrimoine immobilier de la collectivité, qui fait le bilan, des actions qui ont été faites avec la structure du conseiller et qui pointe, du doigt celles qui restent à faire. Travailler, bon donc, vous retrouvez, hein, le bilan du service sur la commune. Pourquoi pas les solliciter en leur demandant, ben, si c'était à refaire, qu'est-ce qui aurait été utile? Qu'est-ce qu'il a manqué dans l'accompagnement que j'ai apporté à la collectivité? Et puis, parce que c'était très concret, était sorti, le fait qu'il faut vraiment profiter de ce temps pour travailler à ce qu'on a appelé la continuité concrète du service, c'est-à-dire, ben, récupérer, ou travailler au fait que les mots de passe soient pas liés au nom d'une personne, enfin tout ce genre d'éléments très, très pratiques et très concrets mais qui peuvent vite devenir problématiques au fil du temps. Il y avait aussi obtenir des témoignages pour valoriser le service rendu, les solliciter sur les besoins de formation, si on en a les moyens et les capacités, faire l'analyse financière avec eux, sur les capacités d'investissement, pour les années à venir. Travailler à consolider, voilà, la collaboration. Évidemment, sur un territoire où un conseiller a 50 ou 100 personnes,
c'est compliqué de faire ce travail avec l'ensemble des collectivités. Voilà pour les parties techniques. Les élus référents, alors là, on a tout de suite mis en avant que quelque part, il fallait faire attention parce que ça pouvait être jugé, non équitable par rapport aux candidats qui sont pas en place de les aider à avancer. Mais un certain nombre, de conseillers ont proposé évidemment de travailler sur les aider à construire un programme. Vous retrouvez, les sollicités sur les besoins de formation pour les élus cette fois, le bilan positif et négatif du service proposé par le conseiller, l'alerte sur la sécurisation de l'accès aux données, tout ce qui est perspective en termes de travaux. Là, c'est un élément qui est, qu'on retrouve de mémoire juste là. C'est vraiment valoriser le fait que, ben, voilà, toutes les opérations de rénovation à l'échelle d'une collectivité, bien évidemment, ça génère, de l'activité pour les entreprises locales et c'est des points qui peuvent être mis en avant dans un programme. Voilà, vous retrouvez, le bilan du partenariat. A été cité le rappel des réglementations. Personnellement, je ne le trouve pas bien situé, à la fois, au niveau de la cible et puis au niveau du timing, mais c'est des choses qu'il faut avoir à l'esprit. Les partenaires du territoire, il y a eu très peu de retours, ce qui montre que malheureusement, je ne sais pas si je peux le dire, mais il y a peu de conseillers qui s'appuient sur les partenaires du territoire pour travailler ensemble et du coup, les quelques idées qui sont remontées, bah, c'est d'une part évidemment clarifier qui fait quoi, quand, essayer de co-construire une stratégie. Idéalement, préparer une présentation, des services de ces différentes structures et leur articulation pour que ce soit clair, dans le cadre du nouveau mandat pour les élus. Et puis, là aussi, pourquoi pas rédiger à plusieurs un guide du nouvel élu sur le territoire. Ça pourrait être, une opportunité de travailler ensemble et de faire avancer les choses collectivement. Et puis on avait mis aussi, il y a eu aussi partager les perspectives pour chaque commune, pour avoir un peu de visibilité justement sur ce qui va suivre, comment identifier les candidats sur une collectivité. Donc les candidats, ben, à part suivre, la presse ou solliciter en direct les services techniques des communes, vous n'avez pas forcément beaucoup de moyens, pas plus que tout un chacun pour les identifier tant qu'ils n'ont pas déposé leur candidature. Donc là, c'est assez, compliqué et puis c'est aussi assez, touchy d'en aider un plutôt qu'un autre, mais là, je vous laisse en juger. Donc dans les idées qui sont sorties, pourquoi pas profiter de ce temps pour, bah, produire des articles dans la presse, communiquer sur les actions de la structure pour quelque part, essayer de les toucher sans les connaître et puis se faire connaître. Illustrer ça avec des exemples concrets. Hem, Échanger avec les élus en place, pour identifier, les candidats qu'ils connaissent, mais là, moi, je trouve ça déjà un peu limite. Ensuite, donc, on est passé à l'étape après les élections, avec donc toujours la même déclinaison par cible. Donc pour le coup, pour la structure du conseiller, bah, ce qui sort, en tout premier lieu, bah, c'est actualiser les annuaires, hein, les élus, les contacts, mettre à jour tout ça. Rapidement redéfinir le cadre de la mission, une stratégie. Comme je l'évoquais, s'il y a un gros bouleversement politique à l'échelle d'un territoire, ça peut être, problématique, sur la thématique du conseiller, donc il y a besoin peut-être de redéfinir une stratégie. Pourquoi pas proposer une refonte de l'organisation en interne? C'est le moment, je pense, on avait jugé que de remettre sur la table tout ça, les besoins en matériel, en formation interne, c'est des choses
c'est le bon moment pour le faire. Travailler à l'implication des communes, commencer à réfléchir sur quelles communes se tourner en priorité pour quelque part aller les démarcher. Proposer donc de nouvelles actions, un calendrier prévisionnel, ça, pour moi, ça va avec la refonte de l'organisation et du service. Et puis, dans les commentaires, il y avait jusqu'à, est-ce que, est-ce qu'en tant que conseiller, je dois faire mes valises parce que la situation est vraiment critique en termes politiques sur le territoire. Pour les équipes techniques des collectivités, maintenant, d'une part, pourquoi pas les appeler pour prendre un peu la température, quel est leur ressenti vis-à-vis des élus qui viennent d'arriver. Je ne suis pas sûre qu'ils vous donnent des informations, mais ça peut être une voie à creuser. Sécuriser les données, on en revient sur le pratico-pratique, changer les mots de passe, mettre à jour les contacts. Préparer une ébauche de programme d'action, de budget. Là, c'est vraiment ceux avec lesquels vous travaillez depuis longtemps et qui ont l'habitude de s'appuyer sur vous pour le faire, parce que sinon, ce sera quand même compliqué de débarquer avec cette volonté-là. Proposer une réunion de présentation des outils dont dispose le conseiller. Ça peut être intéressant pour qu'il ait bien à l'esprit à partir quand ils vont être sollicités par les élus. Proposer, alors au-delà d'une formation, pourquoi pas de créer un réseau local des secrétaires de mairie, des responsables techniques. C'est aussi le bon moment de remettre ça sur la table. Pour trouver la notion de schéma directeur immobilier énergie, les formations, et puis pourquoi pas, si vous connaissez bien votre territoire, essayer en travaillant avec les directions, comme il va vous falloir un élu référent, de travailler ou faire en sorte que celui qui soit nommé soit le bon pour vous. Voilà pour cette partie-là. Les nouveaux élus, là, tout est à faire, donc il faut arriver à créer du lien avec eux, sachant qu'ils vont être beaucoup sollicités, à la fois par les équipes techniques de la collectivité, mais aussi par les habitants. Donc c'est difficile de se trouver une place là-dedans lorsque vous intervenez à l'échelle d'un territoire beaucoup plus vaste. Donc dans les idées que j'ai voulu souligner, parce qu'elles me paraissaient assez faciles à organiser, pourquoi pas organiser des visites pour un certain nombre donc d'élus du territoire, pour créer des opportunités de rencontres et de discussions en B2B, je dirais, avec certains élus. Et si vous arrivez à les toucher, idéalement, échanger sur leur programme, être à l'écoute des enjeux du mandat et du calendrier. Ce que font la plupart, je pense, des conseillers déjà aujourd'hui, vous voyez, c'est le 3e volet rouge, là, proposer des réunions à l'échelle de l'EPCI pour présenter le service de manière globale. Ça, c'est des choses qui sont, je pense, assez courantes et qui vous permettent de passer l'information à un grand nombre en une seule fois. Ensuite, vous retrouvez, toujours pareil, si vous arrivez à les contacter, vraiment essayer de planifier d'ores et déjà des temps d'échange réguliers, s'entendre sur un reporting de la mission, partant du principe évidemment que le service continuera à être opérationnel sur la commune. Les interroger sur leurs attentes vis-à-vis du service, s'entendre sur des règles de bon fonctionnement, s'appuyer sur les élus renouvelés pour partager des retours d'expérience et puis pourquoi pas diffuser ces fiches à l'ensemble des élus des différentes communes, les aider à construire un PPI sur leur projet énergie. Là, c'est vraiment quand on est presque déjà en bout d'accompagnement d'une commune et qu'on passe en phase opérationnelle. Les partenaires, c'était encore plus problématique après qu'avant. Là, il y en a eu pratiquement très peu de propositions. Vous retrouvez la notion de synergie des feuilles de route, de co-construction,
pourquoi pas d'un programme de formation pour les nouveaux élus et de refaire le point sur qui fait quoi. Et donc comme on a eu aussi un temps de présentation de ces résultats, il y a eu un certain nombre de témoignages qui sont remontés de différentes structures de la région Occitanie. Donc vous voyez, la LEC Montpellier Métropole travaille sur des chiffres clés à l'échelle du territoire qu'elle couvre. Et donc ils avaient, je ne sais pas si ça a été fait, hein, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de la LEC là qui pourrait témoigner, mais disons qu'ils avaient déjà fait l'opération il y a 5-6 ans, je pense. Ils l'ont réactualisé là l'année dernière. Et du coup, l'idée, c'était d'en faire une publication à l'automne, de réunir les communes, de faire un communiqué de presse et donc d'avoir de la visibilité au moins sur ces éléments-là, en mettant en avant à la fois les consommations d'énergie et d'eau des communes sur le territoire sans les nommer, hein, de mémoire. C'est des statistiques pas, qui ciblent pas forcément chaque collectivité pour pas trop les montrer du doigt. Pour trouver un travail de proposition, voilà, de bilan fait par les uns les autres qui ont été proposés. Et puis, en dernier point, donc toujours la LEC qui proposait de travailler à une offre de formation pour les nouveaux élus à l'échelle de son territoire et qui était à l'écoute de tous pour partager ce travail. Voilà pour Nathalie, mon... il y a Michael de l'ELEC Montpellier qui a levé la main, donc je pense qu'il va pouvoir compléter ton propos. Bonjour Michael. Oui, juste pour préciser où on en est, on a fini l'enquête là, sur nos chiffres clés. Il y a quand même des données cartographiées sur des indicateurs de consommation par habitant, etc. Pour chaque commune, même s'il n'y a pas la valeur exacte qui est donnée, il y a quand même des tranches en termes de performance. Et du coup, on a choisi, nous, de le sortir après les élections pour éviter qu'il y ait certaines communes qui soient un peu stigmatisées ou attaquées sur ces résultats, et plutôt en faire une base de travail pour la suite, quoi, avec les nouveaux élus. Donc on en est là, mais du coup, on l'a déjà présenté aux différentes communes individuellement. Donc elles savent où elles se situent, sans savoir effectivement quelles sont les autres communes auxquelles elles se comparent. Mais le document final, il sera diffusé après les élections. Merci, Michael. Et sur l'offre de formation, elle tient toujours, j'imagine. Pardon, oui. Et on est même en train de réfléchir à un contenu en plusieurs temps sur toute l'année 2026, avec un démarrage qui ne sera pas avant le mois de mai ou juin, hein, parce qu'il faut attendre qu'ils soient tous en place. Et il y a notamment Edurenov qui a fait un appel à manifestation d'intérêt, je crois, pour pouvoir financer des contenus de ce type-là, notamment sur le sujet de la rénovation des écoles. Donc on va peut-être aussi profiter de ce dispositif-là pour faire un truc un peu plus ambitieux que ce qu'on aurait fait en base. Merci Michael, merci Nathalie, merci à tous les deux. On propose de prendre les questions du coup dans le deuxième temps de la réunion, mais n'hésitez pas à les reporter dans le chat. Ça nous permet de garder les traces au fil de l'eau, mais voilà, on a prévu les temps d'échange un peu plus tard. Et je passe la parole. Hop, alors je repartage mon écran, alors c'est pas la peine. Julien Cazenave du coup d'Acté pour voilà nous dire un mot de la publication municipale 2026. Bonjour. Est-ce que je vous Bon, laisse partager votre écran ou... oui, je veux le partager. Je veux me présenter d'abord en grand pour que tout le monde puisse mettre un visage juste sur la voix avant de pouvoir présenter tout ça. Donc bonjour et bonne année à tout le monde. Je suis Julien Cazenave du coup et je suis coordinateur régional pour ceux qui ne me connaîtraient pas puisque ça fait pas si longtemps que ça que j'ai intégré Acté. Ça fait maintenant 4 mois. Mais je suis coordinateur régional pour les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne et Centre-Val de Loire. Donc, je travaille avec un certain nombre de personnes que vous devez déjà connaître. Et pour la région Aura, entre autres, puisqu'il est très présent sur le territoire, Sony. Donc voilà, il fais partie de mes équipes et on sera certainement amené à travailler ensemble pour toutes les personnes qui seront dans ces régions. Donc, je prends la suite en partageant mon écran. Hop.
Est-ce que c'est bon pour vous? Ok, C'est bon. super. Alors, dans l'idée, donc du coup, l'objectif un petit peu de cette plaquette, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, c'était de pouvoir proposer dans le cadre des municipales, puisque c'est le moment pour les élus d'inscrire justement la rénovation énergétique dans leur programme pour les 6 années à venir. Donc, on ne parle pas forcément dans un contexte immédiat pour entrer dans l'action. C'était de pouvoir l'intégrer sur différents volets. Et vous allez le voir, on va les passer un peu en revue, qui font un peu l'éventail de ce que Acté peut proposer. Je pense que vous nous connaissez quand même pour une grande majorité, mais on va rentrer dans différentes perspectives ou éléments de notre métier. L'enjeu, c'était de répondre aux besoins des élus qui aujourd'hui font face à quand même pas mal de défis en fait sur la gestion de leurs bâtiments publics. En gros, la hausse des prix de l'énergie, vieillissement des équipements, la nécessité législative et juridique de réduire les émissions de gaz à effet de serre, l'adaptation au changement climatique, et de faire passer ça sur autre chose que de la contrainte, mais plutôt une opportunité qui permettra de mieux gérer le patrimoine public, d'améliorer le confort des usagers et aussi de dégager du coup des marges de manœuvre financières pour investir dans d'autres priorités. Le but étant de leur faire des économies in fine en travaillant sur cette rénovation énergétique. Donc, en répondant à leurs besoins, on répond aussi aux attentes des citoyens qui demandent un service public de qualité, des collectivités qui restent exemplaires et qui modernisent leurs bâtiments pour que les communes s'inscrivent dans une démarche de transition énergétique plus sobre, plus durable et plus résiliente. Donc, dans l'idée, je vais avoir la lourde tâche de vous présenter ces différentes actions en 10 minutes. Donc, on a 10 actions. Je vais essayer de passer 1 minute par action pour éviter de trop déborder. On va démarrer donc ici. Sachez juste que cette plaquette, elle est disponible sur notre site internet. Je mettrai le lien qui renvoie directement sur ce site, mais vous aurez aussi la présentation à l'issue de ce webinaire. Et pour ceux qui souhaiteraient déjà prendre les informations immédiatement, vous avez donc les QR codes qui sont présents, qui vous renvoient directement sur notre site, sur les pages concernées. Sur la plaquette, c'est noté, ça fonctionnait tout à l'heure, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas maintenant. Donc, la première action, donc, se doter des bonnes compétences en interne, recruter des économes de flux. Aujourd'hui, les économes de flux, c'est le bon moyen pour, en interne, au sein de vos équipes, alors, entre autres, mais au sein des équipes, de pouvoir justement piloter les économies d'énergie. Ce sont des postes qui sont financés par Acté pour coordonner les projets de sobriété, d'efficacité et de rénovation énergétique. Vous pouvez soit recruter les postes, donc je dis vous dans le sens où je m'adresse directement aux élus, hein, donc si quelques-uns sont présents ici, mais je vous laisserai la charge de peut-être pouvoir leur faire passer l'information s'ils ne l'avaient pas déjà. Donc, on peut recruter ces économes de flux ou sinon faire appel à certains d'entre eux qui officient déjà dans des structures qui accompagnent les collectivités. Donc, ça peut être au sein de syndicats d'énergie ou d'ALEC, par exemple. La deuxième mesure, c'est de planifier. Toujours mieux, effectivement, quand on a une vision un peu plus concrète de son parc, on a une facilité de pouvoir prendre des bonnes décisions sur les travaux et donc du coup d'optimiser les investissements. Planifier la rénovation à l'échelle du parc, ça nous amène à pouvoir réduire des coûts de fonctionnement quand même pour les collectivités sur le long terme, de dégager donc les marges d'investissement dont je parlais. Rien de mieux pour ça que de réaliser un SDIE. Donc, on en a déjà parlé sur l'intervention précédente. C'est d'ailleurs justement des éléments qu'on essaye de pousser, puisque ça permet d'avoir cette vision un peu globale du patrimoine d'une collectivité ou d'une structure pour évaluer les différents enjeux du parc. Donc, ça peut être l'occupation, l'usage, la vétusté, l'énergie, et prendre donc les meilleures décisions sur ces bâtiments. Ça peut aller effectivement de la rénovation énergétique, mais on peut aussi imaginer du changement d'usage ou même de la revente si
ça rentre plus dans le cadre de ce que souhaiterait faire la collectivité. Donc le but est, encore une fois, avec ces SDIE, de permettre et de pousser finalement vos élus à pouvoir rentrer dans cette logique de planification à l'échelle de leur territoire. Pour la troisième mesure, donc rénover les écoles, forcément un des axes les plus importants pour les collectivités aujourd'hui. Le but est d'améliorer le confort des enfants et des enseignants aussi, tout en réduisant les consommations. Alors, j'ai pas reparlé des éléments que vous voyez directement. Je pense que vous les lisez en même temps que moi. Donc, il y a des éléments statistiques, mais vous avez aussi donc les liens avec les QR codes qui renvoient. Et ici, sur cette partie pour la rénovation des écoles, on renvoie sur des concours d'économie d'énergie. D'abord le programme, Actecube École et le programme EcoPousse, qui sont plus des challenges qu'on va pouvoir avoir en interne. Donc, c'est une autre facette aussi des métiers d'Acté, au-delà de la partie du financement de l'aide à la décision sur la rénovation énergétique, mais aussi d'aborder des sujets plus de sobriété par de l'animation. Et vous allez voir que sur les différentes propositions qui sont faites, les différentes actions, on va aller sur différents métiers de ce que nous, on peut avoir en interne pour justement aussi en faire un inventaire. Et donc, pour la rénovation des écoles, comme vous le voyez aussi pour la quatrième action sur la rénovation des piscines, le but, c'est d'améliorer le confort en hiver, donc comme en été, évidemment, pour les écoles. Elles sont souvent utilisées à d'autres fins. On dépasse le cadre de l'école, on va sur des centres de loisirs, par exemple, en été, et de limiter les dépenses énergétiques. Le but, c'est de favoriser les apprentissages dans des bonnes conditions. Et pour les piscines, l'enjeu est un petit peu différent, puisqu'effectivement, pour ceux qui en ont dans leur collectivité, c'est l'équipement, en tout cas, il fait partie des équipements les plus énergivores des collectivités. On l'a vu lors des crises énergétiques, il y a eu beaucoup de piscines qui ont dû fermer, faute d'actions mises en place pour limiter la consommation. Donc rénover les piscines, ça permet de maintenir un service public dans le territoire et ça permet aussi de un peu contrôler un peu mieux, on va dire, les fluctuations au niveau des prix de l'énergie. Je passe sur les actions 5 et 6, donc la valorisation des bâtiments patrimoniaux. Alors, un petit élément un peu particulier, j'en parlerai juste en conclusion de mon propos. Ici, les enjeux pour les collectivités, dans la rénovation de leur patrimoine, on les connaît, on les a déjà revus, et il y a un enjeu supplémentaire avec la difficulté qui peut exister quand on vient parler d'un bâtiment patrimonial au sens un peu historique ou culturel, ou on peut aller même un peu plus loin, communautaire du bâtiment. La difficulté, elle est que tout n'est pas autorisé. On va avoir des difficultés à faire de la rénovation plutôt classique, on va dire. Au sein d'Acté, donc, on a proposé un accompagnement spécifique pour cette typologie de bâtiment. Le but, c'est de toujours pouvoir permettre cette rénovation. Ici, vous voyez donc un lien vers le sous-programme dédié. Il y en aura d'autres un tout petit peu plus tard. Sachez que en ce moment, ces programmes sont clôturés, les candidatures sont fermées, mais qu'on continue à travailler nous, au sein d'Acté pour poursuivre nos financements. C'est le cas, tout est en bonne voie là-dessus. Et donc, c'est plutôt à titre d'information, puisque vous retrouverez sur ces pages-là les cahiers des charges qui permettraient justement, on parlait de planification sur 6 ans, un mandat avec les municipales, de pouvoir aussi intégrer de la rénovation patrimoniale au sens plus classique du terme, au sens un peu plus historique de bâtiments de certaines des collectivités qui candidateraient. Pour l'action 6, donc la mise en œuvre d'un plan de sobriété d'énergie, le but étant justement de pouvoir mobiliser tous, j'en parle en connaissance de cause, j'ai été en collectivité, donc mobiliser les agents pour faire en sorte que toutes les actions de la commune aillent dans le même sens. C'est une action qui n'est pas évidente, surtout sur la sobriété énergétique, puisque les usages peuvent vraiment varier d'un bâtiment à l'autre. Le but est justement d'avoir des partages d'expérience, des retours d'expérience pour que vous puissiez, via le lien que vous trouverez ici,
avoir un plan d'action qui puisse être mis en œuvre sur l'intégralité de votre collectivité. Ensuite, on a la possibilité aussi de remplacer les chaudières fossiles. Donc, ça fait partie souvent des actions qui ont été démarrées dans les collectivités. Le bâtiment étant un poste important d'émissions de gaz à effet de serre, surtout en raison du chauffage, c'est une des actions les plus importantes à mettre en œuvre pour pouvoir déjà, à moindre coût, entre guillemets, diminuer son impact carbone, si je peux le dire comme ça, ou en tout cas réduire sa facture aussi. Il y a de nombreuses technologies qui existent. On peut penser à de la géothermie, on peut penser à de la biomasse, le solaire aussi. En gros, en suivant le lien que vous voyez ici, vous pouvez avoir accès à des webinaires, donc qui sont un autre élément qu'on est capable de pouvoir proposer au sein d'Acté et souvent partager avec des acteurs qui sont ici aujourd'hui déjà dans ce webinaire-là pour pouvoir aborder les sujets de décarbonation ou de différents modes de chauffage. Okay, donc toutes ces ressources-là sont entièrement gratuites sur notre site et vous pouvez y accéder sans forcément être lauréat des programmes Acté, je précise quand même. Là, pour poursuivre d'ailleurs sur le sujet, l'action numéro 8, c'est sur la solarisation des toitures. Donc ici aussi, nous, on ne s'occupe pas de mettre en œuvre des programmes de solarisation de toiture, on travaille sur l'efficacité énergétique, donc plutôt dans le cadre de la rénovation, mais on continue aussi tout de même à pouvoir proposer de la ressource sur ces thématiques-là. Et cette thématique-là, de notre côté, est abordée par du décryptage réglementaire. Et donc, vous le retrouverez justement en suivant aussi ce QR code. Et je termine avec les deux derniers. Donc, adapter les bâtiments aux vagues de chaleur. Les évolutions climatiques, elles impliquent forcément d'adapter ces bâtiments. Il y a de nombreuses solutions passives qui existent, qui peuvent être mises en place sur les bâtiments pour limiter la surchauffe pendant les canicules. On peut parler de végétalisation de toiture, de mise en place de prises soleil. Tout ça, en fait, ce sont des éléments qu'on aborde aussi et vous retrouverez donc en suivant pareil. Alors là, pour le coup, vous n'avez pas de QR code parce que la fiche, si je ne me trompe pas, est en cours de rédaction, mais on parle encore une fois des 6 prochaines années. Une fiche qui est dédiée sur le confort d'été, mais aussi donc de manière assez soutenue, à un rythme assez important. Donc vous retrouvez souvent des ressources neuves au sein du site qui seront communiquées aussi par tous les partenaires avec lesquels on travaille pour justement un peu compléter la connaissance sur ces différents sujets et vous permettre, encore une fois, permettre à vos élus de prendre les décisions qui seraient adaptées pour faire rentrer la rénovation énergétique dans un programme concret et durable. Et enfin, en dernier lieu, donc sur un sujet qui sort un petit peu du bâtiment, mais qui est aussi un poste d'économie d'énergie assez important, l'éclairage public, où là aussi, donc, on travaille sur un programme qui s'appelle l'UMACT, je le redis ici, qui n'est pas en cours en ce moment, il vient de se clôturer il n'y a pas si longtemps, et qui est en gros aussi un moyen de pouvoir moderniser ces équipements et réduire les consommations. C'est le deuxième poste de dépense dans les collectivités en moyenne, donc une action aussi très concrète à mettre en œuvre. Donc voilà pour cette présentation un peu de la plaquette, donc là sous forme de PowerPoint. La plaquette, vous la retrouvez comme je vous disais sur le site et je vais vous mettre le lien assez vite là, dans le chat. Le but est encore une fois de permettre le passage à l'action côté élu, c'est-à-dire les sujets de rénovation énergétique, tout le monde autour ici de la table les a en tête. L'idée, c'est de pouvoir l'inscrire dans son programme. C'est l'occasion de le faire. On arrive sur un démarrage de mandat. Il y a certaines collectivités, certains élus sortants qui ont déjà un programme, certains nouveaux candidats qui ont un programme de fait, d'autres pour lesquels il y a encore des éléments à compléter avant les municipales au mois de mars. C'est l'occasion de pouvoir aussi rappeler à tous, donc n'hésitez pas à le mettre sur le bureau de votre élu, que ça peut être intéressant à intégrer dans son programme. Voilà, je termine en précisant que les programmes actés donc, continuent. Aujourd'hui, malheureusement pour tous, alors malheureusement ou peut-être heureusement si ça vous était peut-être sorti de l'esprit pour cliquer sur la case d'envoyer, on clôture notre 6e saison de financement du fonds Chêne.
Et on continue, comme vous l'imaginez, à poursuivre nos discussions au niveau national pour pouvoir poursuivre de nouveaux financements dans le courant de l'année. Voilà. Merci de m'avoir écouté et si vous avez des questions par la suite, j'y répondrai avec plaisir. Merci Julien. Oui, alors on enchaîne et voilà, on prendra les questions tout à l'heure. Donc Marine et Laurent, est-ce que vous souhaitez que je défile les diapos? Vous partagez votre écran comme vous voulez. Oui, si tu l'as sous la main, on peut te laisser partager. Merci. Bonjour à tous. Pour ce troisième temps, on va présenter à deux voix avec Laurent Chanusso. Donc nous, on est Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement et l'objectif de ce troisième temps, c'est de revenir sur un atelier qu'on avait proposé au réseau des partenaires Baobab en Auvergne-Rhône-Alpes au mois de septembre. Tu peux passer la slide. Voilà, donc cet atelier qu'on avait proposé au mois de septembre, on l'avait proposé parce qu'on avait eu plusieurs demandes au sein du réseau de travailler sur ce sujet. Et donc l'objectif pour ce temps, c'était d'identifier le besoin, mais surtout de mettre en commun les ressources que les uns et les autres commençaient à créer pour bien anticiper justement les élections 2026. Donc ça, c'est bien, ça s'inscrit bien dans la continuité de la présentation de Nathalie Contiès. Et donc, on avait proposé dans ce temps-là 2 sous-ateliers. Un premier atelier qui était de quelles ressources je dispose pour présenter mon service aux élus. Est-ce qu'il y a des besoins par rapport à ça? Est-ce que je conserve la plaquette de présentation de mon service? Est-ce que j'ai besoin de le mettre à jour? Quels arguments j'utilise également? Et un deuxième temps qui était plutôt sur l'aspect sensibiliser et former les élus, la réflexion qu'on avait, c'était de dire que la création de ce genre de ressources était vraiment chronophage et que c'était dommage de refaire le travail en double si certains avaient déjà commencé. Donc, tu peux passer. Donc, l'objectif pour aujourd'hui, c'est pas du tout de mettre en avant certaines ressources plus que d'autres ou de vous dire quels arguments sont à mettre en avant, mais plutôt vraiment de vous partager les ressources qu'on a identifiées nous au sein du réseau, mais aussi de ne pas s'arrêter au webinaire d'aujourd'hui et d'aller un peu plus loin, puisqu'après ce temps d'échange, on aimerait bien voir aussi quel est votre besoin et comment nous, on peut vous accompagner dans le cadre du projet Baobab, puisque Anthony l'a dit tout à l'heure, le projet se termine au mois d'août 2026 et donc jusqu'au mois d'août 2026. Là, je vais parler pour Auvergne-Rhône-Alpes, mais on a aussi du temps d'accompagnement des structures de notre réseau. Donc, voilà, ce sera important de garder du temps à la fin pour ça. Tu peux passer la slide. Donc, où en est le réseau en Auvergne-Rhône-Alpes? On a introduit l'atelier avec un tour de table pour voir où en étaient les uns et les autres dans la préparation des élections 2026. Et donc, toutes les parties qui sont là sont en fait les positionnements des uns et des autres. On avait plusieurs structures qui étaient justement en train de retravailler leur offre de services en prévision des élections 2026. D'autres qui étaient encore au stade du positionnement sur leur territoire, c'est-à-dire bien identifier qui fait quoi sur le territoire, justement pour aller vers une démarche de co-construction, de formation ou même d'offre de services vers les communes. Et aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur les 3 parties qui sont entourées, c'est-à-dire comment je présente mon service aux élus, et en lien avec ça, comment je valorise en fait mon service et les résultats associés. Et dans une partie un peu à part, comment je les sensibilise. Donc là, c'est vraiment les ressources qu'on a identifiées dans le réseau. Tu peux passer la slide. Donc, ce qu'on voulait vous proposer, et on les enverra avec les supports de présentation, c'est des plaquettes de ce type qui forment en fait une boîte à outils des ressources qu'on a identifiées au sein du réseau. Le but, c'est pas d'être exhaustif, mais bien de vous proposer un panel de supports qu'on a identifiés. Donc, dans la partie ressources, c'est toute une série de plaquettes et de supports de présentation créés par les structures du réseau pour présenter leur offre de service. Et on a voulu aller un petit peu plus loin en identifiant pour chacune d'elles quels arguments ou quels mots-clés étaient intégrés au support pour voir un peu quels arguments étaient avancés à chaque fois selon les territoires en fonction de l'élu.
Donc, encore une fois, ce n'est pas exhaustif. Au niveau des arguments, on a identifié l'argument financier, donc au sens large, quelle subvention mobiliser, comment faire des économies d'énergie. Donc là, ça, par exemple, c'est un argument qu'on retrouve pas mal dans la plaquette de présentation du service de TE07, qui est le syndicat d'énergie de l'Ardèche. Mais on a aussi d'autres arguments qui sont assez fortement mobilisés, comme la réglementation, où là, c'est un argument qu'on retrouve notamment dans la plaquette du syndicat d'énergie de l'Ain, la LT69. Et dans la boîte à outils qu'on vous enverra, justement, on vous propose toutes ces plaquettes et peut-être que ça vous amènera à réfléchir aussi sur l'évolution de votre propre plaquette en vous disant que l'argument réglementaire peut faire sens sur votre territoire ou en fonction de l'élu que vous souhaitez contacter. Si tu passes la slide juste après, on a juste mis un zoom sur quelques exemples de plaquettes de présentation du réseau. Donc 3 plaquettes qui sont vraiment différentes. La première, c'est la plaquette de présentation du service du Cigerli, donc en région lyonnaise, en Auvergne-Rhône-Alpes, où eux, ils ont fait le choix de vraiment accentuer la présentation du service sur le volet réglementaire, notamment avec le décret tertiaire et la RE 2020. Mais côté AGDN, on a une plaquette, donc c'est un dépliant qui est plutôt axé urgence climatique et argument environnemental. Pour le SE07, on a un argumentaire qui est très différent, qui est plutôt axé sur le financier, avec les aides qui sont mobilisables et tout ce qui est finançable et les aides qui sont proposées par le SE07 également. Donc, tu peux passer la slide. Alors après, c'est Laurent. Ouais, alors s'il y a des questions, on pourra les proposer après. Mais voilà, l'idée, c'était vraiment de vous amener à réfléchir finalement à comment je présente mon service, quels arguments utiliser, comment enrichir éventuellement votre plaquette s'il y a besoin. Merci, oui, bonjour. Donc, Laurent Chanusso d'Aura 2E. C'est vrai que là, moi, je vais vous présenter un peu ce qu'on a fait sur le côté je valorise mon service. Donc, ça va au-delà de la présentation. C'est pas simplement voilà ce que je fais. C'est à quoi ça sert, comment c'est utile et quels sont les impacts de cette activité pour différentes cibles. Et un peu comme Marine l'a fait, on a essayé, enfin, j'ai essayé de mettre un peu des indicateurs sur les types d'informations ou que l'on retrouve dans chacun des documents qu'on a collectés pour le moment. Mais bien évidemment, on espère en collecter plus. Donc, vous avez sur la gauche, à chaque fois, sur chaque document qu'on a récolté, j'ai essayé de voir si c'était un bilan d'activité pure ou s'il contenait des éléments de bilan d'activité, combien d'audits, combien de suivi de bâtiments, combien de ci, combien de ça, des éléments d'impact énergétique, combien de réduction de consommation, combien de réduction d'émissions de CO2 et ainsi de suite, ou bien des éléments très pratico-pratiques d'impact économique du service. Et puis, j'ai aussi identifié différentes cibles, puisque certains documents sont orientés plutôt vers les communes, les bénéficiaires finaux, si je puis dire, du service, mais d'autres sont plutôt orientés vers le territoire, les EPCI, et ou vers les financeurs du service. Donc, je vous ai mis un peu des codes couleurs que vous verrez. L'idée, c'est pas simplement, c'est pas d'avoir un modèle, hein, c'est juste de vous proposer un certain nombre d'exemples qui nous semblent intéressants. Tu peux passer à la slide suivante. Hop, donc là, vous avez quelques exemples, un peu comme l'a fait Marine aussi. Par exemple, le baromètre, la LTE69 fait un baromètre trimestriel pour chacun de ces EPCI et résume dans ce baromètre la totalité des actions qui ont été faites sur le territoire. En bas, vous avez c'est Terre de Lorraine, un bilan annuel du service, où là, ils mettent en évidence le nombre de communes par EPCI qui bénéficient du service et de fait aussi celles qui n'en bénéficient pas et qui permettent aussi de faire un petit benchmark entre les différents EPCI qui sont concernés par le service, par exemple. Vous avez aussi, alors là, c'est pays de Limbe, je ne sais pas comment ça se prononce, je l'ai trouvé en ligne, c'est pas mal, c'est commune par commune, le type d'action qui a été fait durant l'année écoulée avec aussi des codes couleurs
Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant et inspirant. Donc encore une fois, ce n'est pas des modèles, c'est juste des exemples qui disent si tu souhaites présenter tes actions, voilà une façon de le faire. On voit des graphiques, du texte ou bien une cartographie par exemple. Diapo suivante. J'ai insisté aussi essentiellement là sur ce qui est de la présentation intercommunale. Les présentations communales, il y a longtemps que vous y travaillez, il y a longtemps que chacun fait des choses, ça c'est clair. Par contre, la cible intercommunalité et financeur est souvent oubliée dans les documents. Et là, il y a un très bel exemple de zoom territorial, du bilan énergétique territorial du service CEP de l'ALEC de Grenoble, avec les kilowattheures par habitant, les euros par habitant, et puis les kilos de CO2 économisés, qui peut d'ailleurs très bien être utilisé dans un PCAET, par exemple. Diapo suivante. Je vais terminer par quelques exemples sur l'aspect financier. C'est aussi un aspect qui est souvent peu abordé dans les bilans de service, y compris territoriaux ou vis-à-vis des financeurs. On commence à voir des choses, notamment dans les ressources. Là, je vous ai mis sur les CTES. L'ANAP, au niveau national, a fait des recommandations sur la méthode de calcul des valorisations économiques de l'action des CTES. Et c'est la première fois que je vois une méthodologie un peu organisée, qualifiée sur le calcul de ces économies. Là, je vous ai mis juste deux exemples. Toujours le pays de Limbe, avec un bilan où ils montrent les actions qu'ils ont fait, mais surtout en dessous, les subventions qu'ils ont ramenées à la commune en face de l'action du service. Donc là, on met en regard en fait des subventions qui sont finalement un bénéfice indirect avec le service fourni. Et bien évidemment, ces subventions, quand on a un gros projet, on peut facilement être x5, x10 par rapport au coût de l'opération. Et à droite, vous avez le TE07, où là, c'est l'argent qui distribue avec les C2E. Et encore une fois, on voit bien que l'argent distribué par les C2E est largement au-delà du coût du service pour les communes. Donc, c'est une façon d'afficher le bénéfice économique indirect, si je puis dire, du service CEP. Et diapo suivante. Et là, vous avez une autre façon qu'on travaille dans Baobab. Donc, c'est un bilan qui a été élaboré avec la LTE 69. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait le bilan de tous les projets subventionnés sur le Rhône. Et on a extrait de ces projets ceux qui sont accompagnés par la LTE 69. Et on met en évidence que les projets accompagnés par la LTE 69 ont un niveau de subvention à peu près 10% plus élevé que les autres, qui représente grosso modo 700 000 euros de subventions supplémentaires. Et donc là encore, c'est une façon indirecte de montrer l'intérêt du service, mais de façon très pragmatique, et le bénéfice indirect pour la commune. Une commune qui est accompagnée, finalement, elle va aller chercher plus de subventions. Voilà, j'en ai fini pour ma part sur ça, et j'insiste sur ce côté financier qui est finalement le parent pauvre pour le moment des bilans qu'on a vu passer. Et Marine, je te rends la main. Oui, à ce stade, on voulait déjà vous interroger finalement sur votre besoin. J'en ai parlé tout à l'heure, mais dans le cadre du projet Baobab, avec Laurent en Auvergne-Rhône-Alpes, mais il y a également le pendant en Occitanie. On a du temps d'accompagnement et la possibilité d'accompagner des structures justement sur cette thématique-là, entre autres. Et donc, on voulait profiter de ce webinaire pour essayer de mieux comprendre votre besoin. La LEC de Montpellier, tout à l'heure, a indiqué qu'elle travaillait sur du support de formation. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que structure, alors déjà, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez des besoins pour formaliser une ressource, actualiser une plaquette de présentation de votre service ou autre? Est-ce que ce webinaire suffit finalement pour vous donner un peu des idées ou des exemples de ce que d'autres structures ont fait au sein du réseau? Voilà, ça nous intéresse d'avoir votre avis là-dessus. Vous pouvez le mettre dans le chat, mais vous pouvez aussi ouvrir les micros, en sachant qu'on a encore un petit temps après de présentation plutôt sur les ressources qu'on a identifiées dans le réseau sur le volet formation. Donc, ça peut aussi être des besoins sur cette thématique-là. Donc, est-ce que
On peut aussi, nous, continuer à collecter les ressources du réseau, des partenaires, et alimenter la boîte à outils et vous tenir informé finalement de l'évolution de cette boîte à outils jusqu'en mars et au-delà, puisqu'on a bien vu que l'action se poursuivrait après les élections, le temps que les équipes se mettent en place. Mais on peut aussi penser à des choses un peu plus spécifiques. Alors Camille Hulin, donc du CIAN, je serai preneuse de propositions pour un cycle de formation aux nouveaux élus. Ok. Alors, Donc vous pouvez ouais. liker les propositions des autres. Oui. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà ce type de cycle. Ça a été cité là. Nous, on en avait récolté un sur l'Ardèche. Ouais, bah, on peut peut-être enchaîner sur la troisième partie, sur la sensibilisation et laisser les uns et les autres répondre dans le chat et on pourra revenir Ouais. justement sur, de façon plus globale sur le sujet à ce moment-là. Tu peux passer la slide, Anthony, du coup. Donc justement, sur cet aspect sensibilisation et formation, effectivement, c'est un besoin qui est pas mal revenu dans le réseau côté Auvergne-Rhône-Alpes et on voulait vous partager quelques ressources qu'on a identifiées. Donc le premier support, c'est un support qui a été créé par l'ADIA, donc qui est l'Agence départementale d'ingénierie de l'Ain, et donc qui a créé tout un support pour expliquer de façon assez simplifiée aux élus comment fonctionne un projet de rénovation. Je le trouve très bien fait, il est assez ludique, avec quelques slides humoristiques, on va dire, et il permet aussi de bien reprendre quel est le rôle de chacun dans un projet de rénovation, où est-ce que doit intervenir la maîtrise d'ouvrage, mais aussi quel est le rôle d'un économe de flux ou d'un CEP, ce qu'il peut faire et ce qu'il ne fera pas dans le cadre de ses missions. J'ai mis un zoom juste dans la slide d'après, j'y reviendrai peut-être un peu plus en détail. Et on a également un cycle de formation qui a été proposé par TEPOS Sud-Ardèche. Au-delà du support lui-même, qu'on vous mettra aussi à disposition, c'est la démarche qui est vraiment intéressante puisque donc c'est Virginie Delannoy qui n'y travaille plus maintenant, mais qui à l'époque avait créé tout un réseau d'élus référents de la transition énergétique et qui avait mis en place justement un système de formation-action pour une durée de 9 mois à disposition de ces élus. Et elle a une page web qu'on vous partagera également, qui reprend justement toute la démarche de création du réseau, comment elle les a accompagnés et tous les modules de formation qu'elle leur a proposés. Et pour chaque module et chaque réunion proposée en soirée aux élus, elle explique justement ce qu'il a manqué, comment elle a enrichi ces modules de formation. J'ai aussi mis un zoom après, mais je vous le partagerai. Dans les éléments qui nous a semblé intéressant aussi de vous partager dans le réseau, c'est plutôt des jeux sérieux ou serious games qui permettent vraiment d'animer des temps avec les élus pour rentrer de façon ludique dans des sujets un peu plus complexes, type CGIE. Je crois que Marie est connectée aujourd'hui, si tu pourras peut-être en dire un mot après. Il y a aussi un jeu sérieux qui a été créé par I4CE sur comment développer un PPI. C'est un jeu sérieux qu'ils ont expérimenté lors des rencontres nationales cartes. Pour y avoir participé, je le trouve vraiment ludique et clair. Donc c'est ce genre de support qu'on peut vous mettre à disposition. Catalogue des conférences AGDN, là c'est plutôt des exemples de formations qui sont proposées par une ALEC et plutôt dans l'idée de dire avant de recréer aussi des supports de formation, c'est important de regarder ce qui existe sur son territoire et de se mettre en relation avec les autres structures de son territoire, puisque il y a quand même des structures type ALEC, en tout cas en Auvergne-Rhône-Alpes, qui font beaucoup de formations et qui sont vraiment spécialisées dans ces animations-là. Dans les événements exemplaires, je voulais souligner aussi 3 démarches qui sont proposées en Auvergne-Rhône-Alpes par des structures. Alors, un peu similaire pour le CIJALI et le CIAN, les mardis visites et les visites apprenantes. Donc, ce sont des visites de sites qui sont proposées aux élus pour valoriser des rénovations exemplaires. Et les interpros, qui sont des temps d'animation. En fait, c'est un consortium d'acteurs
qui réunit l'ASPLALEC de l'Ain, l'Agence départementale d'ingénierie, la FFB, le département et d'autres. Et en fait, ça leur permet de proposer aux élus à tour de rôle des temps de visite de site où les élus parlent aux élus. Et enfin, pour avoir participé à un de ces temps, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Donc l'idée sur cette plaquette, c'est qu'on vous mette les liens vers ces temps de visite et les comptes rendus pour voir un peu comment ils les organisent, quel ordre du jour, pour peut-être vous inspirer sur votre territoire. Et pour aller plus loin, alors il y a un guide qui m'avait un peu marqué, qui a été créé par l'ADEME sur la sociologie de la décision de rénovation énergétique des communes et qui présente en fait un peu les typologies d'élus et quels arguments mobiliser face à quels élus. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on vous proposait juste avant sur les plaquettes de présentation des services où il y a certains élus qui seront plus sensibles à certains arguments et ça peut être intéressant de le réfléchir au moment de créer ces éléments de communication au moment des élections. Un webinaire Baobab communiqué avec les élus, c'est un webinaire qu'on a proposé cette année dans le cadre du projet où justement l'ADIA et TEPO Sud-Ardèche sont venus présenter en détail leur support de formation et la démarche du cycle de formation et de création du réseau des élus transition énergétique. On vous remettra le replay et les supports de présentation. Enfin, je trouve qu'il est vraiment encore d'actualité quand on parle élection 2026. Et enfin, un troisième élément, c'est une formation qui est proposée dans le cadre du campus Acté. Alors, il me semble que l'intitulé, c'est celui-ci, sur l'animation. C'est une formation qui est donnée par Negawatt et qui permet aux économes de flux d'avoir des billes et des éléments sur tout ce qui est accompagnement au changement, quelle posture adopter face aux élus et selon l'interlocuteur qu'on a. Et idem, pour y avoir participé, je l'ai trouvé vraiment, vraiment intéressante. C'est une formation sur 2 jours. En Auvergne-Rhône-Alpes, je pense que la prochaine sera en mai-juin, mais si ça vous intéresse, on pourra vous remettre les informations. Elles sont proposées assez régulièrement dans différentes régions et enfin voilà, si vos économes de flux CEP ont la possibilité d'y participer, elle amène à beaucoup de réflexions en tout cas. Et voilà. Et puis les acteurs clés, ça a déjà été dit, mais voilà, identifier les acteurs un peu ressources de son territoire avant de refaire le travail ou de faire tout seul aussi, puisqu'on souvent on a des expertises partagées au sein d'un même département. Je rentre pas plus dans le détail, l'idée c'était plutôt de vous apporter un peu un panel des initiatives intéressantes qu'on a identifiées en Auvergne-Rhône-Alpes. Et si tu passes à la slide d'après, Anthony, je pense que j'avais mis des petites captures d'écran. Oui, c'est ça, c'était 2 exemples effectivement que j'ai trouvé assez sympas. La première capture d'écran, c'est donc les modules qui sont proposés par TEPO Sud-Ardèche au réseau des élus référents transition énergétique. On vous remettra le lien, mais elle a vraiment une page en ligne où on peut télécharger librement ces modules, où il y a déjà pas mal de matière. Et la deuxième capture d'écran sur l'identification du besoin, c'est le support de présentation de l'ADIA sur comment se déroule, comment bien conduire son opération. Et c'est ce que je vous disais, je la trouve assez ludique. Il y a une petite capture d'écran qui parle d'elle-même sur les cycles du projet, entre ce dont l'utilisateur a vraiment besoin et finalement ce que propose la maîtrise d'œuvre. Voilà, ils ont essayé de faire quelque chose d'assez rigolo et d'assez simplifié. Je pense qu'il y a déjà beaucoup d'éléments ou d'idées qui peuvent être piochées dans ce support de formation. Je pense que de mémoire, ils sont en train de l'actualiser. On va essayer de récupérer la dernière version. Mais, si ça vous intéresse, en tout cas, on pourra creuser ça. Je crois que c'est tout sur la formation. Vous aurez toutes les ressources. Et du coup, oui, on avait remis une question sur ce que Baobab pouvait faire pour vous. On commence sur la thématique avec de la collecte de ressources qu'on essaye de partager régulièrement à notre réseau, en tout cas d'Auvergne-Rhône-Alpes, mais plus largement aux partenaires Baobab. Donc, si ça vous intéresse, on peut continuer à poursuivre cette collecte et à vous la partager. Mais voilà, on peut aussi aller un petit peu plus loin sur finalement la mise à jour de certaines ressources qu'on a déjà identifiées ou voilà, sur l'organisation d'un événement.
Tout à l'heure, l'appel à projet d'EduRénov pour organiser des événements locaux a été mentionné. C'est vrai qu'on l'avait identifié aussi et je pense que c'est une bonne opportunité dans le cadre des élections 2026 pour organiser quelque chose à destination des nouveaux élus. Voilà, hâte d'ouvrir la boîte. Ouais, bah on vous partagera tout ça après. Alors, il y a des commentaires. Laurent, je ne sais pas si tu veux compléter aussi. Pas spécifiquement sur ce qui a déjà été dit. C'est vrai que la première question qu'on se pose, nous, c'est de se dire, est-ce que le fait de collecter, ranger, trier, organiser tout ce que vous faites déjà, parce que vous avez vraiment déjà une très grande masse de choses, et est-ce que ça, c'est finalement suffisant pour vous et vous n'avez pas besoin d'aller plus loin, juste qu'on vous mette à disposition des exemples en les rangeant, en les organisant, et auquel cas, on a vraiment besoin de vous pour envoyer-nous tous vos exemples et nous, on les rangera et on les mettra à disposition. Ou bien est-ce qu'il manque des trucs, des nouveaux champs, des choses qui n'existaient pas il y a 6 ans dans les dernières élections, un contexte qui a changé et qui fait que ça nécessite qu'aujourd'hui, on travaille sur un nouveau sujet, individuellement ou collectivement. Nous, on aime bien avoir un vrai exemple et pas travailler de façon décalée. Voilà, c'est vraiment ça les deux grandes questions. De quoi vous avez besoin? Et puis, je vois ton commentaire, Marie, sur le support de la LEC Pays de Fougères. C'est super. Si tu as le document, on va pouvoir l'ajouter à la boîte à outils. Et puis, si d'autres personnes sont présentes dans le webinaire et sont aussi en train de travailler sur des supports, c'est aussi des choses qu'on peut mettre à disposition des autres. Le Voilà, vous parcours pouvez nous faire un collectivité mail. et puis Logis, là, il est super aussi, hein. Je trouve il est vraiment très, très clair, sympa. Ok, ben je me le note, on pourrait revenir vers eux du coup. Pour les... On parlait aussi du jeu sérieux sur le SDIE. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot, Marie, mais quand on indique que voilà, vous co-organisez des événements, on peut aussi imaginer l'animation de jeux sérieux, enfin, au moins auprès de vos équipes pour qu'elles puissent ensuite le faire auprès d'élus. Voilà, on peut penser assez largement finalement. Oui, je peux en dire un mot, surtout que je sais que c'est déjà utilisé dans certains départements. Ok. Donc, c'est un petit jeu très simple où en fait on a des cartes qui représentent des bâtiments avec 2-3 informations par bâtiment qui sont censées représenter un patrimoine représentatif d'une petite commune. Donc il y a une école, il y a une mairie, une salle des fêtes, un gymnase, enfin, voilà. Avec des infos sur chaque carte, un peu la consommation et des informations un peu usagées, vétusté globale du bâtiment, des besoins éventuels d'extension qui sont remontés ou changement d'aménagement, voilà. Et l'idée, c'est de se mettre dans la peau d'élus qui doivent un peu établir un plan de gestion patrimoniale sur le mandat et réfléchir par groupe de 4 ou 5 à nos objectifs politiques. Par exemple, c'est redynamiser le centre-bourg parce qu'on est une commune assez rurale qui cherche à attirer du monde. Et du coup, voici nos bâtiments avec leur contexte. Et donc, sur un mandat, sachant qu'on ne pourra pas tout rénover, on va peut-être rénover un bâtiment, éventuellement à 2 si on est riche. Et l'idée, c'est voilà, de réfléchir et de construire un plan d'action qui peut avoir de la mutualisation d'espace, qui peut avoir un projet d'innovation, qui peut avoir des sessions de bâtiments peut-être qu'on garde dans le patrimoine de la commune, mais qui en fait n'ont pas un intérêt en termes de services publics particuliers et qui vont finir par coûter plus cher par rapport à l'intérêt de les garder. Donc, c'est de co-construire ça par petits groupes et c'est un petit jeu qui dure à peu près 1 heure, qui est pas mal pour en fait sensibiliser à la gestion patrimoniale et sur des questions, par exemple, est-ce qu'il y a besoin de faire des audits énergétiques de tous les bâtiments avant de prendre des décisions? Bah non. Il y a à peine besoin d'avoir des fois les informations des consommations. Voilà, ça sensibilise à un certain nombre de sujets comme ça et puis ça permet d'intégrer aussi des notions, de ne pas aller tout de suite sur le projet de rénovation, mais de réfléchir, de faire coller en fait un patrimoine avec un usage. De réfléchir à en fait de quoi on a besoin en termes d'usage de services publics sur la commune et comment on peut faire entrer ça dans les bâtiments qu'on a. Parce que ça peut aussi ouvrir sur d'autres réflexions. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de discuter avec les communes autour, par exemple, sur certains services pour mutualiser des choses?
si la commune est vraiment petite. Enfin, voilà. Donc, on va dire, ça sensibilise aux enjeux de SDIE, de bilan patrimonial, toutes ces choses-là. Il est à disposition. Voilà. Bon, vous avez noté qu'on est super bavard, mais on aimerait bien quand même vous entendre un peu. Ou vous lire. Après, j'ai bien noté sur la partie cycle de formation de nouveaux élus qu'il y avait un intérêt. On a quand même identifié 2-3 structures dans le réseau qui travaillent sur le sujet. J'avais aussi l'ASDER en tête. Donc, on peut aussi revenir vers ces structures-là pour voir un peu l'avancée et s'ils sont aussi OK pour partager ça au réseau, bien sûr, pour avoir plus d'exemples finalement. Non, mais c'est bien, ça veut dire que tout le monde est super, super prêt pour les élections. C'est cool. Bon, on enverra le compte-rendu uniquement à ceux qui nous partagent un document. Ouais. Oh. Non. Alors, oui, Dominique a levé la main. Oui, bah, je vais prendre la parole pour recevoir Bonjour. le compte-rendu. T'as bien noté. Voilà. Non, mais déjà, je voulais vous remercier parce que c'était super intéressant et ça recoupe vraiment toutes les problématiques que moi je rencontre sur le terrain en tant que conseiller. Par contre, moi, à la suite de votre présentation, moi, la principale difficulté que j'identifie, c'est de faire bouger les choses en interne dans ma structure, en fait. Parce que, voilà, au niveau notamment de la communication, faire des plaquettes, voilà, communiquer, on a beaucoup de retard là-dessus. Et voilà, bon, c'est une difficulté, je pense qu'il peut être partagé par d'autres conseillers parce qu'on a des services support dans nos structures, mais qui ne sont pas forcément au fait de ces questions et qui n'ont pas forcément suffisamment de ressources pour nous accompagner autant qu'on voudrait, etc. Voilà, donc après, je ne peux pas vous demander de l'aide, par exemple, pour faire une plaquette, parce que ça serait refusé par ma direction, parce qu'on me dirait, Ouais. ben non, voilà. Donc on est un petit peu dans une impasse. Voilà. Et puis je voulais aussi souligner un autre point. J'entends parler beaucoup d'économes de flux, mais assez peu de conseillers en énergie partagée, notamment dans la plaquette qui a été présentée tout à l'heure. Et je trouve ça important de mentionner les conseillers parce qu'il y en a encore pas mal sur le territoire. Et il y a même sur certains territoires que des conseillers et pas d'économes de flux. Donc pour plus de lisibilité auprès des élus, voilà. Juste cette petite remarque. Voilà. Merci. Sur le dernier point, tu as tout à fait raison, mais en fait, c'est juste que dans notre esprit, c'est des conseillers énergie. Donc, des fois, on parle d'économes de flux, mais c'est pas forcément le bon terme, hein. On parle bien de conseillers énergie, tous ceux qui font du conseil aux uns et aux autres. Et la distinction que tu évoques entre l'économe de flux et le CEP est pas forcément classique, enfin facile à faire. Donc pour nous, c'est toute personne qui fait du conseil aux collectivités et qui doit justifier son activité avec, dans le cas de la mutualisation, d'un service mutualisé, que ce qui s'appelle économe de flux ou CEP, peu importe, mais aussi cette dimension de justifier son existence vis-à-vis des financeurs et vis-à-vis du territoire. Alors que l'économe de flux interne à une structure a juste à travailler dans sa structure, si je puis dire. Par rapport à la justification interne que tu évoques, c'est vrai que c'est un élément qu'on a remarqué nous, c'est qu'il existe beaucoup de documents pour vendre le service ou en tout cas pour présenter le service, mais finalement, on l'a rencontré aussi dans beaucoup de structures. La première chose, c'est de convaincre la structure de garder le service, même pour les syndicats d'énergie, hein, ou de mettre en place le service. Et finalement, il y a peu d'éléments sur ce chapitre-là. Il y en a quand même dans la boîte à outils que j'ai mis 2-3 exemples, notamment TE07, où la présentation qui est faite, c'est une présentation interne à TE07 pour son conseil d'administration. Donc là, on commence à être dans le champ de convaincre en interne de garder le service et d'y consacrer des moyens.
Si je continue quand même sur ton intervention, là, ça veut dire que j'entends ce que tu dis, de dire, je ne vais pas vous demander de faire une plaquette, mais c'est pas du tout notre intention. Mais par contre, on voit bien que plus on aura d'exemples à te proposer, plus ce sera facile pour toi d'en choisir un ou deux ou trois et d'aller vers tes services en disant, tiens, moi, je voudrais bien un truc qui ressemble à ça, qu'est-ce que vous en pensez, tu vois. Et aujourd'hui, on en a quelques-uns, hein, on les a montrés avec Marine, là, mais si tous les gens, là, vous êtes combien, 50, 60? Si chacun partage ses exemples, ce sera autant de sources d'inspiration pour tous les autres, quoi. Il y a d'autres questions, d'autres interventions, y compris sur voilà, enfin, l'ensemble des présentations qui vous ont été diffusées. N'hésitez pas. J'ai un petit commentaire suite à l'intervention de Dominique Victor de la Lec des Vallons de Vilaine en Bretagne. Nous, c'est pareil, niveau communication, on n'a pas forcément beaucoup le temps de travailler dessus sur des plaquettes en tant que telles. Quelque chose qui marche beaucoup, c'est de parler dans les communes et lors des formations, justement, de laisser du temps entre agents et élus pour qu'ils puissent discuter aussi entre eux de ce qu'on a fait en tant que CEP sur les communes des uns et des autres. Et finalement, ça marche pas mal. Voilà, juste ma petite contribution. Ouais, puis si je peux rajouter quelque chose aussi, j'en avais parlé dans le fil de discussion tout à l'heure, mais il y a quelque chose qui fonctionne bien aussi, c'est évidemment, s'il faut avoir la chance d'accompagner les EPCI sur leur propre patrimoine. Ça arrive parfois qu'on accompagne des EPCI et lorsqu'on on organise des réunions, on essaye de s'inviter au conseil communautaire, parce que là, on a d'un seul coup toutes les communes du territoire qui sont présentes et ça permet de vendre entre guillemets, assez facilement le service. Donc ça veut dire que finalement, le bilan 2025 revêt aussi une importance très particulière parce qu'il peut être l'occasion d'enclencher sur la suite et il ne faut pas hésiter à associer à la fois les services et les élus dans ce bilan 2025, par exemple. Ouais, tout à fait. De notre côté, c'est ce qu'on va faire en tout cas. Par rapport à la remarque de Camille, peut-être que je comprends comme comment faire ressortir le sujet CEP, accompagnement des projets, au moment où les élus auront 50 millions de sujets qui vont tous vouloir être prioritaires. Pour moi, c'est là où il faut avoir un peu des arguments qui tapent dans différentes directions. Au sens, on a parlé des retombées économiques du service. Il y en a d'autres. Il y a notamment très fortement l'appui réglementaire, que ce soit sur Opérat, les décrets tertiaires, le décret Bax, mais aussi plein d'autres choses. Ça peut être aussi des services qui aident les EPCI à monter des plans. Ça peut être aider sur les PCAET. Ça peut être tous les appuis par rapport à ce que les communes ont l'obligation de faire. Et puis, il y a aussi l'argument adaptation au changement climatique, en disant que c'est un service nécessaire quand il va y avoir des vagues de chaleur l'été suivant et qu'on peut vous apporter un conseil très concret pour aider l'école à rester ouverte jusqu'aux vacances scolaires. Enfin, il y a tout un panel en fait d'arguments assez variés. L'économie en est un parmi d'autres qui peuvent justifier le financement ou le maintien ou le renforcement d'un service, je pense. Pour ça, ce qui me semble important, et Anthony, si tu peux remonter sur les slides où on avait des points de couleur, là, en fait, c'est justement de dire il faut préparer des arguments dans tous les champs, et selon les cibles, voilà, ou même celui d'avant, encore un peu avant, celui qui avait fait Marine, en disant voilà, j'ai les arguments financiers, les subventions, la réglementation, et ainsi de suite, et finalement, on sait que tous ces arguments ont une certaine importance, mais ça dépend les cibles. Donc, tu vas préparer ton argumentaire et ton travail en disant c'est quoi le bilan financier de mon service, quels sont les chiffres clés, la réglementation, et selon les cibles à qui tu vas t'adresser, que ce soit tes élus internes pour défendre ton service, ou bien les élus de la commune qui vont devoir payer le service,
tu vas pas forcément mettre en avant, ou bien des financeurs, hein, notamment Acté par exemple, qui est là, eh bien, ou le département, ou peu importe, tu vas mettre en avant. Donc pour moi, il faut que chacun des arguments, tu aies les éléments factuels, quantitatifs, qualitatifs pour définir en quoi cet argument est important dans le cas de ton service. Et ensuite, en fonction de la cible, tu vas pouvoir le mettre en avant plus ou moins fortement dans le but d'une démarcation, comme tu l'évoques là. S'il y a un fort sujet environnemental sur le territoire, tu peux peut-être le sortir. Les questions de confort d'été ou de changement climatique peuvent être vraiment très forts à certains endroits. Dans d'autres endroits, ça va être le réglementaire. Dans d'autres endroits, ça peut être plus l'aspect financier qui va se démarquer. En attendant, pour moi, il faudrait que chacun ait quand même des éléments de réponse dans chacune des catégories. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et ensuite, mettre en avant l'un ou l'autre en fonction des cibles. Ouais, je suis tout à fait d'accord, j'appuie ce que tu dis, Laurent. L'idée, c'est d'avoir une porte d'entrée, peu importe quel est entre guillemets, le moyen. Si on doit partir sur la partie financière, la partie réglementaire, comme Marie disait juste avant, ou à la limite le contexte environnemental avec une sensibilité forte là-dessus, c'est avoir une porte d'entrée pour ensuite continuer à pouvoir grappiller sur l'intégralité du mandat et sur les autres sujets. Il y a un aspect qui est assez majeur, c'est effectivement tout ce qui est fait en anticipation des municipales, évidemment, mais une fois que les municipales sont passées, il y a quand même toute une mise en œuvre des programmes. Sur 6 ans, tout bouge. Donc forcément, il y a une porte d'entrée et c'est à voir avec les élus qui sont référents en fonction au sein des services ou alors des élus décideurs, in fine, collectivités, PCI, départements, régions, peu importe. Quelle va être la sensibilité première. Et voilà, elles sont assez diverses là-dessus. Et c'est pour ça que je pense dans tous les outils qui sont présentés, ou y compris dans la plaquette que je présentais tout à l'heure, vous remarquerez qu'en fait, il n'y a pas un sujet qui est mis en avant, qu'il y en a bien 10 et 10 manières de le voir différemment. Donc voilà, c'est une forme d'adaptation aussi à l'interlocuteur, quoi. Dominique, tu as levé la main? Oui, je voulais juste ajouter une chose par rapport à la période préélectorale, parce que c'est celle qu'on est en train de vivre, et il me semble qu'elle est capitale aussi, parce que j'imagine que d'autres ont les mêmes problématiques que nous. L'idée, c'est de garder nos communes pour l'année prochaine, éviter que les élus bottent en touche en disant les équipes suivantes verront bien, parce qu'après, il y a toute une mécanique à remettre en route, etc. Donc nous, c'est notre priorité en ce moment dans notre structure, c'est comment fidéliser les communes qu'on accompagne actuellement. Alors, moi, j'ai trouvé une petite méthode, ça a été souligné dans la première partie de la présentation, la première personne, je ne sais plus quel est son nom, qui parlait de consolider la collaboration avec plus de présence pendant cette période préélectorale, justement, pour quelque part, entre guillemets, se rendre un peu indispensable, rappeler qu'on est là, rappeler les services qu'on apporte, et je pense que c'est vraiment le moment de mettre le paquet, quoi. Oui, ça va quand même avec l'idée du bilan qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire, il y a cette présence quotidienne que tu évoques, et puis il y a c'est peut-être le bon moment de provoquer des échanges de bilan annuel ou pluriannuel pour bien poser les choses et rappeler qu'on existe, qu'on est là et à établir du rapport humain. Parce que ce que tu évoques aussi, c'est que il y a quand même de l'humain qui joue là-dedans, hein. Merci. Est-ce qu'il y a encore une dernière question? On arrive au bout du créneau. Je redéfile, voilà, les diapos pour conclure. Voilà. Encore, je le meuble le temps que les dernières questions arrivent, mais juste pour vous préciser que les prochains rendez-vous Baobab vont être consacrés notamment au webinaire de restitution des travaux des partenaires pilotes. Et donc le premier, enfin pas il y en a déjà eu un, mais le prochain, ça sera sur l'implication des usagers dans les projets de rénovation.
avec un premier webinaire le 26 février avec l'ALT 69 qui présentera les outils d'intégration des usages dans toutes les phases d'un projet. C'est l'expérimentation qu'ils ont menée. Et puis on enchaînera la semaine suivante, le 4 mars, avec l'AGEDEN, qui présentera elle, plutôt la prise en compte de cet aspect au niveau de la phase programmation et qui présentera le commissionnement avec un retour d'expérience. Voilà, on a ensuite une formation CGIE qu'on a déjà évoquée plusieurs fois. Donc l'invitation a été envoyée pour celle d'Auvergne-Rhône-Alpes qui aura lieu le 22 janvier. Et en Occitanie, ça va partir, ce sera le 12 février. Et puis, pour terminer, vous avez accès aux ressources alors, publiques, on va dire, de Baobab sur le site de Baobab, où vous pourrez retrouver donc, notamment les guides, les documents techniques, aussi les webinaires, avec un lien vers nos chaînes YouTube respectives. Donc peut-être que dans la présentation, je remettrai la liste des sujets des précédents webinaires, mais voilà, vous pourrez retrouver les supports et la capitalisation de l'ensemble de ces échanges. Et on va ajouter, enfin, je précise sur le support là, le lien effectivement vers les ressources qu'on a présentées. Et je pense qu'on peut, avec notre outil de partage d'Aura 2E, le laisser en libre accès pour que vous puissiez, en plus du téléchargement, pouvoir déposer aussi vos ressources si vous avancez, que vous voulez les partager sans forcément passer par nous. Je pense que c'est possible. Oui, c'est possible. Et puis en plus, mais par contre, on fera peut-être un répertoire dédié pour que vous posiez, pour qu'on sache ce que vous avez déposé en fait. On pourrait juste faire une espèce de salle d'attente, si je peux Ouais. dire, un endroit où vous déposez vos ressources. Et nous, on ira les ranger parce que je pense très important aussi qu'on les digère, entre guillemets, comme on l'a montré tout à l'heure. C'est-à-dire qu'une très grosse masse de ressources sans explication ou sans commentaire, c'est finalement pas très utile. Ce qui est vraiment très important, c'est que nous, on puisse les digérer et vous dire, là, dans celle-là, vous allez trouver ça, 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 dans celle-là, vous allez trouver ça, 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 pour prédigérer, en fait, votre travail. Donc, du coup, on fera un espace de téléchargement, si je puis dire, enfin, un truc de genre-là. Et nous, on ira régulièrement ranger les choses et les intégrer, super. Ouais. Puis on fera peut-être, d'ailleurs, peut-être un petit fichier de synthèse. Ouais, un peu comme la plaquette qu'on a mis là, avec les codes couleurs, peut-être, ça rend un peu plus digeste les ressources. Ouais. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter quand vous avez besoin d'un truc ou l'autre. On a quand même beaucoup de ressources. Là, on n'a pas tout mis, même dans cette boîte-là. On côtoie quand même beaucoup d'entre vous. Et on peut aussi faire un appel au réseau quand vous avez un besoin. Comme le besoin de Camille tout à l'heure sur les formations, on peut très bien faire un message au réseau en disant où vous en êtes là-dessus et qu'est-ce que vous avez. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci beaucoup, on s'arrête là-dessus. Merci. Merci à tous, merci aux intervenants. Et puis on se dit à très bientôt. Ok. Bonne fin de journée, Merci. bon week-end. À bientôt. Au revoir. Bientôt, au revoir. Merci.